tu as plusieurs investisseurs. Justement, le marché en général va prendre la valeur. Parce que là, tu as des plus petits investisseurs qui regardent ces gros joueurs faire des acquisitions dans, mettons, à Québec, Sherbrooke, Gatineau, plusieurs régions administratives, plusieurs métropoles du Québec. Et donc, c'est sûr que le coût par logement va suivre et la spéculation aussi va être un peu plus haute qu'elle était avant. C'est sûr et certain. Donc, bonsoir à tous, ceux et celles qui viennent de se connecter. Aussi, comme j'expliquais d'entrée de jeu, si vous êtes en mesure de le faire, on aimerait ça vraiment de voir vos visages. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Que vous soyez au bureau ou dans votre salon aussi, on veut vraiment que vous êtes en mesure de le faire. On veut vraiment que vous participez. Pour ceux qui c'est leur premier café PMML, je vous souhaite la bienvenue. Félicitations aussi de prendre une heure de votre temps pour venir échanger avec des investisseurs qui sont soit débutants, soit expérimentés aussi. On a plusieurs acheteurs, vendeurs aussi. Je reconnais plusieurs visages en salle. Donc, merci d'être parmi nous ce soir. Puis, aussi, la séance, ça va être enregistrée. Donc, on va pouvoir rediffuser la séance sur les réseaux sociaux par la suite. Donc, juste en tenir compte. Comme j'expliquais d'entrée de jeu, c'est un mastermind. Donc, Thierry Samla et son équipe, Amine Ménard, Azamat Kar vont ouvrir le bal aussi, vont dresser un peu le portrait de la situation sur le marché du multilogement en ce début d'année 2022. Puis par la suite aussi, si vous voulez intervenir, il y a un bouton réaction en bas de l'écran. Cliquez là-dessus, levez votre main aussi. Puis ça va faire plaisir de vous donner le droit de parole aussi, que ce soit des questions, des commentaires, des opinions. Si vous êtes en train de bouger sur le marché, on veut vous entendre. Aussi, vraiment, Thierry puis Amine et Azamat aussi ont beaucoup d'expérience transactionnelle. On veut vraiment avoir la perspective aussi des investisseurs. Donc, c'est ce qui va rendre la séance intéressante. Donc, sans plus tarder, je vais introduire l'équipe de Thierry Samal. C'est trois courtiers immobiliers présents dans le Grand Montréal aussi. Donc, on a Amine Ménard, courtier associé, Azamat Kar, courtier associé de Thierry, puis Thierry Samal aussi qui accumule plusieurs années d'expérience pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Thierry, je te laisse le droit de parole. Bonsoir à tous. Bienvenue au Café PMML. Donc, ça me fait plaisir de vous voir tous. Je vois Frédéric qui écrit un message à tout le monde. On est ici présent à défaut d'être dans le sud avec le CIQ. On a eu du beau temps dans les années passées. Il y a quelques membres de notre équipe qui sont partis là-bas dans le sud faire du réseautage. Patrice Sana et d'autres membres, d'autres courtiers. Fait que merci d'être parmi nous. Ce soir, c'est vraiment une soirée interactive. Donc, on veut avoir votre participation. On veut vous partager également tout ce qui s'est passé dans l'année 2021, qui a été vraiment une année exceptionnelle. 2020 était exceptionnel. 2021 a été l'extension de cette année-là. Il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2021 qu'on peut expliquer par 2020. Et on peut aussi voir une tendance à dégager. On va également parler des régions. Quand je parle des régions, je parle notamment Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec. Il y a des régions aussi. Si vous avez besoin d'informations précises sur des régions, on va essayer de vous épauler là-dedans. On a fait pas mal de transactions. On est rendu au-dessus de 1000 contrats de courtage actifs, presque 1100 ou 1200. Je ne suis même plus les nombres tellement que ça va rapidement. Et également près de 700 financements en cours. Donc, on va être capable aussi de vous donner des renseignements spécifiques sur certaines choses. Oui, effectivement, merci Gabriel. Québec n'est pas une région, pour moi, au fait, statistiquement, ça l'est, mais c'est effectivement la région de la capitale nationale. Alors, sans plus tarder, si vous avez des questions, s'il vous plaît, main levée, sinon dans le chat, puis on va venir interagir avec vous. En somme, je vais solliciter Amine Ménard ici. Là, on a parlé tout au long de l'année 2021 de transactions qui ont sorti de l'ordinaire. Il y a eu certaines périodes de l'année où est-ce qu'on a eu plus de transactions que d'autres.
Je pense notamment au début de l'année 2021, il y a eu pas mal de transactions qui ont eu lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quelle manière le financement a influencé la quantité de transactions qu'on a eues vraiment au début de l'année? C'est juste avant que tu commences, Amine, je veux juste expliquer au marché. À chaque fois qu'il y a un pic de financement, il y a également un pic transactionnel et on va pouvoir voir de quelle façon ça a influencé également, quels facteurs ont influencé les marchés régionaux. Amine? Bonjour à tous. Dans le fond, exactement, Thierry. Dans le milieu de l'année 2020, comme tout le monde le sait ici, là, pas mal, on a eu des records en termes de taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Donc, avec ces taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, on a eu beaucoup de refinancements qui se sont accumulés vers la deuxième moitié de 2020. Ça a engrangé aussi beaucoup de transactions. Donc, beaucoup de personnes avec des liquidités dans le marché qui ont voulu racheter par la suite d'autres immeubles à vocation multilogement. Donc, on a vu justement avec la période transactionnelle dans les 6 logements et plus qui a aussi été grandement élargie. Donc, on parlait de 3 mois, 90 jours en moyenne post-COVID, avant COVID plutôt. Et post-COVID, on sait, les professionnels dans le marché, ça a été tout un défi pour eux, les institutions financières, les notaires. Donc, ça a retardé énormément les transactions dans la deuxième moitié de 2020. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'actes de vente, beaucoup d'immeubles notariés en début 2021, notamment le mois de janvier, février, qui ont été des mois records pour 2021. Je suis curieux de voir, est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont refinancé des immeubles, mettons, entre juin 2020 et février 2022? Il y en a qui ont fait des refinancements, duplex, quadruplex ou en montant, là, les plus gros immeubles, par main levée? Jason, oui, Jason, que je connais, au fait, pas personnellement, mais quand même bien via une transaction. Félicitations, Jason. Frédéric aussi. OK, super. Jean-Gabriel, excellent. Serge Tousignan. OK, il y a quand même pas mal de gens qui ont financé. Là-dedans, je serais curieux. Jeff de Trois-Rivières aussi. OK, il y a un financement de ce côté-là. Intéressant. Jeff de Trois-Rivières, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? J'aimerais savoir un petit peu c'était quoi tes conditions de financement, pas précisément par rapport à l'adresse, mais voir comment tu as trouvé le taux d'intérêt. Est-ce que le taux d'intérêt et les conditions de prêt faisaient du sens pour toi? Ah, on l'a perdu. OK. J'étais curieux parce que je voulais savoir, je voulais amener la conversation par rapport au marché de Trois-Rivières. Jean-Gabriel. Oui. Ça va bien ce soir? Ben oui, très bien, toi. Super bien. Fait quand est-ce que tu as refinancé, au fait? En fait, j'ai fait un refinancement au mois de juin 2020. Oui. Il y a un refinancement au mois de octobre 2021 là, qui est assez récent. Okay. Ben oui, tu avais une question, je pense. Au fait, ma curiosité, c'est de savoir comment tu as vu quel était le moment où tu avais les taux d'intérêt les plus bas là-dedans? En fait, définitivement pas au mois d'octobre. C'est vraiment plus au mois de juin 2020 là, que moi, j'avais eu des bons taux, mais je pense que on pouvait en avoir encore des meilleurs en attendant un petit peu en 2020 ou début 2021. Mais sinon, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la SCHL qui est au niveau du refinancement, au niveau de la SCHL, qui était beaucoup plus. En tout cas, pour ma part, ça a été beaucoup plus compliqué et long. Fait que j'ai tout refinancé, moi, mais au conventionnel. Ça m'a permis d'avoir des bons taux pareils, là, mais c'est ça. La SCHL qui ne reconnaissait pas mes valeurs d'immeuble. J'avais un rapport à IRU, puis la SCHL ne reconnaissait pas la valeur, mais sinon, la banque directe, elle la reconnaissait. Puis, j'ai fait affaire aussi avec Mathias là, à Québec. Okay. Fait que lui, il était capable quand même de nous trouver des. C'est une bête, là. Il travaillait fort pour nous autres. Là. Fait que ça faisait. C'est ça, avec lui, là, ça permettait d'aller vraiment chercher le meilleur qu'on fait là, sur le marché.
Super. Fait que toi, tu as décidé d'y aller conventionnel naturellement parce qu'à l'époque où est-ce que tu faisais tes refinancements, l'attente était à peu près de 6 mois. C'est combien de plex, ça? Combien de portes? Ça, c'était un 8 logements. C'est à quel coin? C'était à Québec. À Québec. OK, super. Limoilou à Québec, là, pour ceux qui... Limoilou, secteur Limoilou. OK, intéressant. OK, bouge pas, Jean-Gabriel. Jason. Je vais m'unmuter. Fait que, moi, j'ai fait un refinancement puis un financement en 2021. Les deux, j'étais à la SCHL. Mon refinancement était très long. Je l'ai fait un peu pendant le pic. Quand est-ce qu'on a commencé ça avec François Fauché? Je pense en mai ou juin. Et puis, j'ai eu le dépôt, je pense qu'on a notarié ça fin octobre de mémoire. Fin octobre, début novembre, là. Fait que ça a été très long. Un petit peu la même histoire que Jean-Gabriel. La CHL fightait un peu les valeurs. François, il est allé au bat en bon québécois pour moi. Il a fait un très beau travail. Et puis, à l'achat, ça a été moins long. On a commencé le processus, je pense, de mémoire, là, début septembre. Tout de suite après l'inspection, on a commencé le processus de financement. Et puis, ça a pris 2 mois et demi, je pense, là, puis on avait le certificat. Fait que vers la fin de l'année, c'était plus rapide, puis on est un peu chanceux parce que les CMB montaient en flèche là, dans la deuxième partie de l'année. On avait fait notre prévision originale à un taux d'intérêt 1,78, puis on a signé à 2,53 finalement en l'espace de 2 mois et demi. Là. Fait que je suis content que ça ait pris moins de temps que plus, là, parce que chaque matin, je me levais, je regardais le CMB, puis je capotais un petit peu. Mais sinon, ça s'est bien passé. Les TGA se sont compressés, fait que sur mon refinancement, ça l'a aidé beaucoup. Là. Mais c'est de voir, moi je suis curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va en 2022 avec ça. Okay. Jeff de Trois-Rivières. Oui, bonjour Thierry. Ben Oui, ça va bien. Nous autres, depuis 2018, là, qu'on a des immeubles en refinancement. Là, fait que j'en ai fait avec Alexandre Boisvert chez vous, un 24 logements où on a eu beaucoup de misère en fin 2018, début 2019 à faire reconnaître les valeurs. Puis dans ce temps-là, les délais étaient tout de même assez longs à SCHL. C'est des 10 ans qu'on a pris dans ce temps-là avec des taux d'intérêt aux alentours de, je te dirais, 3 %. J'ai signé d'autres 10 ans sur des mêmes 24 logements, des nouveaux, parce qu'on est dans la construction. Là, nous, on fait nos immeubles. Depuis la crise, là, j'ai signé mon meilleur à 1,59 pour 10 ans. Puis là, les valeurs, c'est un peu le contraire. Là. On fêtait beaucoup dans le temps, en 2018-2019. Là, à cette heure, nos rapports d'évaluation, on passe comme une lettre à la poste avec la SCHL. Puis on a ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Là, c'est des vrais 85 % sur la valeur marchande de l'évaluation agréée. Avant ça, ça jouait souvent 78, 79, 80 %, mais rarement là, un vrai 85 %. On a moins de misère un peu là, dans les loyers de 1 500 $ à Trois-Rivières à faire reconnaître des valeurs. Mais je parlais avec un compétiteur ce matin, là, puis là, il est rendu avec des projets haut de gamme à 2400. Des nouveaux projets là, avec air commune, ascenseur, garage souterrain. Eux autres, ils ont de la misère à faire reconnaître ça. Puis les derniers taux d'intérêt qu'on a signés pour les mêmes immeubles, bien là, ça va jouer aux alentours de. On est rendu pas loin de 3 %, 2,70 à 3 %. OK. Donc, on voit que merci beaucoup. On voit que le phénomène est vraiment généralisé. Fait qu'il y a une hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est marqué pour 2021. Le plus bas qu'on a été avec le taux, le CMB à l'époque, et on regarde historiquement le plus bas taux des périodes de taux d'intérêt qu'on a eu, c'était à peu près à l'été 2020, où est-ce qu'on était le plus bas. Et là, tranquillement, pas vite, on fait des hausses. La bonne nouvelle, ça, c'est marqué pour 2021. C'est statistique marquée. En contrepartie à ça, ce qui est intéressant, c'est que la CHL et les banques ont su compenser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notamment la CHL qui a suivi le BAL parce qu'elle avait une quantité phénoménale de financement puis de refinancement. Elle a comprimé ses taux de cap. Donc, quand la CHL comprime ses taux de cap, c'est qu'elle démontre une confiance au marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en termes de facteurs limitatifs, la CHL limite de moins en moins ses dossiers et reconnaît des valeurs de plus en plus élevées, normalement quand on est en zone urbaine. Aussi, pour certains,
Je pense qu'il y en a certains dans la salle avec qui on a fait des transactions. Je vois quelques noms là, ici, là, dont Azamat et Amine étaient liés à ces transactions-là. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à, grâce à des professionnels, dont certains qui sont dans notre équipe de financement, faire reconnaître par la CHL sur des immeubles 1960, 1970 et certains plus anciens, une période d'amortissement auprès de 35 ans et dans certains cas de 40 ans. Et ça, c'est nouveau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si les taux d'intérêt montent, cette année, la CHL a permis d'amortir l'hypothèque sur une période plus longue. En amortissement de l'hypothèque, le montant de paiement hypothécaire s'amincit aussi avec le temps. Et ça compense pour les hausses de taux d'intérêt, tout comme reconnaître des valeurs locatives plus élevées ou comprimer le taux de cap de financement aide également. Donc, on a parlé un petit peu de ce côté-là. On va passer quelques statistiques, mais pour passer aux statistiques, c'est important de parler du marché de Montréal pour commencer. Azamat, en 2021, c'était quoi nos points chauds? Quels étaient nos secteurs chauds à Montréal? Statistiquement, ce qu'on remarque, c'est qu'à Montréal, comme vous savez tous, il y a le nouveau REM qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup d'engouement autour des zones TOD qu'on appelle. Donc, les futures gares qui s'en viennent, il y aura beaucoup de développement. Donc, ça crée un très gros intérêt au niveau des investisseurs. Parce qu'on peut densifier, ce qui va nous économiser peut-être de l'argent et du temps au niveau de la recherche et de nouvelles transactions. Ce qui est important à Montréal, un peu partout dans les régions aussi, un peu comme Jean-Gabriel parlait, un peu le monde de région, je suis curieux de voir s'il y a quelqu'un qui a fait des refinancements à Montréal ou dans la grande région de Montréal. Voir si les délais étaient aussi longs que ceux en région. Parce qu'on remarque souvent qu'en région, on dirait que quoi qu'à Montréal, c'est long aussi relativement aux années précédentes. Mais je veux voir si on remarque que les délais transactionnels sont plus longs en région qu'à Montréal. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refinancé à Montréal en 2021 ou 2020? Non, personne? OK, c'est tout du monde de la région. La Couronne Nord, ça compte-tu? Ou... Non. C'est jusqu'à où? C'est Montréal, hein? Non, mais Montréal est la grande région de Montréal. Couronne Nord, moi, mais un peu comme Jeff disait tantôt, là, 2018, c'était excessivement long, le CHL, là, au point que ça nous a découragé de refaire les autres projets. Fait qu'en 2021, quand on a acheté le dernier 8, on l'a refinancé. J'ai rien qu'appelé mon directeur de banque là, pour aller chercher la mise de fonds. On a fait ça rapide. Là, on ne voulait pas perdre le deal, mais parce que j'ai une bonne relation avec mon directeur de compte. Ça a bien été pour acheter le financement, mais on n'a pas pris la chance d'aller à CHL ni pour le refinancement, ni pour l'acquisition. Mais je suis content d'entendre que le CHL s'est amélioré dans les délais. Là. Oui, effectivement, les délais ont diminué aussi comparé à l'année passée. Chaque mois, ça s'améliore. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que je ne suis pas le seul. Là. On a quasiment tous perdu des deals à cause de CHL, puis les délais, puis il a fallu mettre plus d'argent sur la table pour ne pas perdre l'APA. Là. Fait que, exactement. Les délais, c'est très important au niveau d'une transaction. Ça peut souvent jouer un rôle assez important pour les investisseurs. Donc, c'est assez important de voir à quel moment qu'on est rendu. Mais bonne nouvelle, on s'améliore au niveau des délais. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. Yes. Et pour nous aussi. Azamat, est-ce que tu pourrais juste expliquer, puis je pense que j'ai vu Marie-France aussi qui a fait un financement à Montréal, là, mais son nom a disparu. Grosso modo, dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'en région, les transactions, les financements semblent être un peu plus longs qu'à Montréal? Selon moi, ce qu'on a vu, c'est dernièrement, durant les 2 dernières années, un très grand engouement pour les régions. Les investisseurs de Montréal ont commencé à aller à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, justement. Donc, je pense qu'au niveau du personnel professionnel, c'est-à-dire les notaires, tous les arpenteurs, nommez-les, tous ceux qui font partie d'une transaction, toute professionnelle inclus dans une transaction, je pense qu'on avait un manque à ce niveau-là dans les régions. À Montréal, on est un peu mieux servi. On a une quantité qui roulait depuis assez longtemps, donc on est capable d'en prendre de volume. Tandis qu'en région, quand il a commencé à avoir un engouement pour le monde, a commencé à transiger en région, beaucoup de refinancement, beaucoup de nouveaux investisseurs.
C'est ce que, selon moi, les délais, c'est pour ça qu'ils ont été allongés par manque de main-d'œuvre de professionnels dans une transaction. Très intéressant. Juste dans le chat, juste pour continuer sur le sujet, il y a Marie-France Ducarry qui a fait en quelques semaines là, une transaction de refinancement d'un 17. Donc, quand vous avez une équipe qui est bien montée autour de toi, autour de soi-même, qui est bien rodée, qu'on connaît notre banquier, qu'on connaît notre courtier hypothécaire, naturellement, les choses peuvent aller un petit peu plus rapidement. Fait c'est sûr et certain, nous, par exemple, on a fait une transaction du côté de Gaspésie cette année, un petit portfolio. Et ce qu'on s'est rendu compte, bien, au niveau environnemental, bien, le spécialiste environnemental, à la place de se déplacer à l'intérieur de 2 semaines, comme à Montréal, ça a pris 1 mois. Les inspecteurs en bâtiment, à la place de produire leur rapport en sortant le lendemain ou le surlendemain, ça prend 1 semaine. Donc, naturellement, quand on va en région, quand il y a un engouement, quand le système ne peut pas prendre la quantité transactionnelle, ça peut affecter les dossiers. Aussi, le système bancaire n'est pas nécessairement... les banques fonctionnent en région. Donc, ils sont segmentés. Hein, les équipes de travail sont segmentées. Quand on fait beaucoup de transactions immobilières à la Caisse populaire locale, naturellement, bien, il y a tant d'employés. Les gens ne sont pas nécessairement habitués au volume, puis que ça peut créer des délais transactionnels. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté au début de l'année et qui ont racheté dans la même région vers la fin de l'année? Personne. OK. Donc, grosso modo, il y a une augmentation du prix de la porte. Il y a aussi une compression du TGA. OK? Donc, le TGA, naturellement, a réduit. Donc, les gens payent leur immeuble de plus en plus cher par rapport à la rentabilité. Mais ce qu'il faut aussi computer là-dedans, c'est de dire, peu importe la statistique pour votre région, si on regarde Sherbrooke, Gatineau, etc., peu importe cette statistique-là, il faut vous regarder le prix de la porte que vous payez et également regarder où est-ce que vous allez être capable d'emmener votre immeuble dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et de là, computer un taux de cap fictif plus ou moins futur, pas jusqu'à la fin d'une hypothèque, mais au moins au bout d'1 an, pour voir si vous payez l'immeuble le prix correct pour le marché, toujours en tenant en considération que votre immeuble, le temps que vous allez le transiger, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avec la CHL. Aussi, bien, prudence, parce qu'on risque d'avoir des hausses de taux d'intérêt dans la prochaine année. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions statistiques par rapport à des régions précises au Québec? Excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté... Ah, Jean-Gabriel, tu as une question. On t'écoute. Tu dis question précise. Tu sais, mettons, je n'ai parlé tout à l'heure. Là, je suis dans la région de Québec. Mais je pense que, tu sais, on a tous vu que, tu sais, on a parlé des taux. Ça a eu un impact considérable sur les valeurs économiques. Mais tu sais, c'est ça. J'en ai parlé la semaine passée aussi pour ceux qui étaient là. Puis, je voulais m'en remettre dans le bain en 2022 parce que là, pendant la pandémie, tu sais, j'ai comme pas fait d'acquisition parce qu'à chaque fois que je rentrais ça dans mon cruncher, puis là, tout ce que j'avais appris, ça fonctionnait comme plus. Là. Fait que, tu sais, de savoir un petit peu, ben, tu sais, j'ai quand même suivi ça, là, mais tu sais, les MRN, puis le prix par porte, c'est pas quelque chose nécessairement de très précis, mais c'est comme si c'était plus rare de voir des immeubles de 130 000 la porte dépassée dans la région de Québec. Puis là, ben, en fait, il n'y a que ça, puis tu sais, t'es dans un immeuble bien standard, pas haut de gamme. Fait que, tu sais, on a vu les prix par porte augmenter considérablement. Puis, justement, de ne pas être capable, tu sais, de financer à la valeur économique ou proche, là, comme qu'on était capable avant 2020. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça là, que j'essaie de voir, que j'aimerais qu'on discute. Là. Absolument. Pierre, on vient, juste une petite parenthèse, Pierre, on va revenir vers toi tantôt, fait que reste pas loin si possible. Fait que Jean-Gabriel, ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on a constaté récemment, puis ça, tu pourrais le voir si jamais tu vas voir les vidéos transactionnelles de chaque mois que l'on fait, là, que je fais ici chez PMML, j'explique le marché, puis tu vas voir, en 2021, j'ai parlé beaucoup de transactions à Québec.
parce que j'ai le choix de choisir mes top 5 transactions n'importe où sur le territoire. D'habitude, j'en prends une par région, puis j'en prends quelques-unes pour Montréal, mais je ne veux pas toutes les prendre à Montréal, tu sais, des grosses transactions, ceux qui sortent de l'ordinaire, ceux qui sont spéciales, ceux qui représentent le marché. Puis en 2021, à multiples reprises, j'ai vraiment parlé beaucoup du marché de Québec. Puis là, ce qui est en train de se passer à Québec, peut-être qu'Amine, tu pourrais surenchérir tantôt, juste après que j'ai terminé là-dessus, là, mais il y a beaucoup de propriétaires qui ont des portfolios, qui sont en train de vendre des immeubles, chose qu'on ne voyait pas avant. Et il y a également beaucoup de joueurs institutionnels qui viennent et des acheteurs qui viennent acheter des immeubles qui sont plus récents. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça tire le prix de la porte un peu vers le haut. Amine, est-ce que tu as quelques statistiques de Québec qu'on pourrait partager? Effectivement, Thierry. Je pense que tu as bien amené ce sujet où ce que les acheteurs institutionnels, les REIT, entre autres, ont fait plusieurs acquisitions à Québec. Puis ça démontre toujours une certaine confiance dans un marché. Quand tu as un gros joueur qui arrive, qui s'implante, qui fait plusieurs transactions, qui débourse beaucoup d'argent, mais c'est sûr que le marché en général, ça démontre un marché qui va être en santé pour les prochains mois, prochaines années. Donc, tu as plusieurs investisseurs. Justement, le marché en général va prendre la valeur. Parce que là, tu as des plus petits investisseurs qui regardent ces gros joueurs faire des acquisitions dans, mettons, à Québec, Sherbrooke, Gatineau, plusieurs régions administratives, plusieurs métropoles du Québec. Et donc, c'est sûr que le coût par logement va suivre et la spéculation aussi va être un peu plus haute qu'elle était avant. C'est sûr et certain. Pour question de statistiques à Québec, j'ai une feuille ici devant moi, là. La moyenne approximative de volume transactionnel à Québec est environ de 70 millions par mois. On avait des mois records de 153 millions, 141 millions en début d'année qui étaient justement influencés par des grosses acquisitions de certains REIT et certains, dans le fond, investisseurs privés du Québec. Donc, on voit que c'est un marché qui est très convoité et le coût par logement dans les plus petits immeubles suit conséquemment. Thierry, je pense que tu es sur mute. Ah oui. Merci, Amine. J'ai beaucoup de questions dans le chat. Je vais répondre en rasade pour clairer la ligne de chat. Et après ça, Jason, on va s'en venir sur toi tout de suite après Pierre Poliquin. Gabriel, les joueurs institutionnels sont multiples à Québec. La question de Gabriel, c'est de savoir qui sont les joueurs institutionnels dont il est question. Il y a toujours 2 ou 3 groupes qui achètent sur Québec. Là, ce qui est en train de se passer actuellement, historiquement, c'est qu'avant, les joueurs institutionnels ne venaient pas au Québec acheter. C'était toujours les 2 ou 3 mêmes groupes qui se sont constitués des bases de données transactionnelles qui ont commencé à acheter. Et là, tout à coup, le marché du Québec a tombé comme étant sous-spéculé en 2020 par rapport au restant du marché canadien. Et là, les acheteurs institutionnels ont décidé de commencer à faire du underwriting, commencer à mettre des équipes au sol, acheter des immeubles récents, neufs, et par la suite acheter en autour de ces immeubles-là en périphérie. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Deuxième question dans le chat, dans la construction neuve, on peut parler de transactions autour de 300 000 par les joueurs institutionnels. Oui, et dans la région de Montréal, on peut même parler de ça dans l'existant. Ils peuvent acheter à 300 000. J'ai vu des transactions jusqu'à 500 000. Dans le neuf, j'ai vu des transactions jusqu'à 450 500 000 également. Il y a comme une parité qui est en train de se faire en termes de marché neuf, construction neuve et immeuble existant. La parité est où? Bien, le fait qu'un immeuble existant, des fois, on est capable d'augmenter la valeur locative de façon importante quand c'est bien situé. Sébastien Lessard, que fut le multiplicateur de revenus bruts annuels moyens pour les 6 à 12 logements à Montréal en 2021? Je n'ai pas la statistique exacte devant moi. Moi, je te dirais que ça peut frôler en revenus bruts n'importe où entre 30, 30 et 22 à peu près fois. Tu sais, il y a vraiment une disparité, là, dépendamment de la région. Mais si tu as une question plus précise, tu pourras toujours m'envoyer un petit courriel à thierry.samlal@pmml.ca. Je vais te trouver la stat exacte. J'ai alors la Gaspésie. Les prix sont très bons. J'ai d'ailleurs investi là-bas. Il me semble être en retard sur tout ce marché-là. Pourquoi? C'est simple. De un, la Gaspésie, il faut vraiment être
zone urbaine. Il y a eu des transactions qui ont eu lieu entre propriétaires fonciers apparentés. C'est des gens qui se connaissent très bien à Gaspésie. C'est un petit monde. Les gens travaillent entre eux. Et c'est pour ça qu'il y a des transactions qui se passent avec des ventes d'actions, etc., dans cette zone-là. Le marché est un peu en retard parce que Gaspésie, c'est un peu loin pour certaines personnes qui se cherchent une économie d'échelle en moins d'être local à Gaspésie. Puis à ce moment-là, souvent, les gens gardent leurs immeubles. Jason, tu as la main levée. Je sais que je suis un petit peu loin dans le feed. Je t'écoute. Non, il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai une question un peu par rapport à Sherbrooke. Là, c'est une ville que je commence à apprécier de plus en plus. Puis ça fait juste 16 mois que je suis en immobilier, fait que j'essaie de piger un peu dans votre expérience. Là. Les TGA se sont compressés 2020-2021 parce que les taux d'intérêt ont droppé à des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Mais là, malgré les taux qui remontent, dans tout ce que j'analyse jour après jour, les TGA continuent quand même soit de rester stables ou de se compresser. Est-ce que, selon votre expérience, est-ce que c'est plus un élastique que les TGA vont rattraper ça ou c'est un peu la nouvelle norme, comme tu disais, due aux investisseurs institutionnels ou que le monde est juste habitué, dans le fond, à dire, ben là, c'est le nouveau prix, puis c'est comme ça qu'on va marcher, toujours avec des TGA très bas, même si c'est des immeubles qui sont déjà optimisés ou qu'il n'y a plus beaucoup de jus à aller chercher. Oui. Je vais répondre à ta question, puis après ça, je vais laisser Azamat donner quelques statistiques là, sur Sherbrooke. Mais grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que ta rentabilité, elle est située entre ton taux d'intérêt puis ton TGA. Ta rentabilité est là. Fait que le TGA et le taux d'intérêt varient avec le temps. Plus l'écart se creuse entre ton taux d'intérêt et ton TGA, plus ton projet est rentable. Okay? Fait, peu importe, c'est pour ça que je dis toujours aux investisseurs, regardez le TGA, regardez le taux d'intérêt, parce que les deux ensemble vont dire ta rentabilité. Fait que tu as beau payer un taux d'intérêt plus élevé, si ton TGA est plus haut, ce n'est pas grave, ta rentabilité est toujours là. Tant que tu es capable de faire en sorte d'amener ton projet à terme, à l'intérieur du terme de l'hypothèque, tu es correct. Fait que dans ton cas à toi, je te dirais oui. Parce que là, ce qui arrive, puis là, Azamat va en parler tantôt, il y a quand même des transactions qui se passent. Sherbrooke, c'est un marché linéaire, OK? Mais de temps en temps, il y a des soubresauts qui se passent avec des acquisitions importantes. Fait que, ce qui est important de regarder, c'est même si tu vois ton TGA comprimé, c'est normal, les vendeurs commencent à demander de l'argent, de plus en plus d'argent pour des immeubles quand même en bon état. Okay? Mais le TGA, lui, va refléter où en sont rendus les revenus nets sur cet immeuble. Exact. Est-ce que tu peux améliorer ton actif en termes de revenus nets? Est-ce que tu peux également augmenter tes revenus et diminuer tes dépenses? Okay? C'est là-dedans que tu vas vouloir jouer. Fait que je t'encourage à continuer à Sherbrooke. Azamat, as-tu quelques statistiques, pas beaucoup, là, juste pour te donner une idée à l'auditoire où est-ce qu'on est rendu à Sherbrooke? Oui, absolument. Ben, comme Thierry a dit, Sherbrooke, c'est un marché assez linéaire. On voit souvent des transactions mensuelles en volume entre 11 et 15 millions mensuellement. On a une moyenne de 26, justement, à cause de quelques mois où il y a eu des transactions records. Un peu comme à Québec, justement, des REIT qui s'en vont faire de grosses transactions, comme au mois de juillet, une transaction de 89 millions qui a eu lieu, tandis qu'on tourne alentour de 11 à 15 millions par mois habituellement. Donc, ce mouvement, par exemple, un REIT qui achète à Sherbrooke, un peu comme à Québec, ça donne confiance aux plus petits investisseurs qui vont voir qu'un grand joueur est rentré sur un marché. Donc, ils vont voir qu'il y a un potentiel à aller chercher. Si un grand joueur a vu un potentiel, ils vont avoir plus de confiance à rentrer sur le marché. Et ce qui va amener aussi des moyens joueurs qu'il ne faut pas oublier. On voit de plus en plus de portfolios qui sont en vente à Québec, à Sherbrooke, justement, tandis que les propriétaires, avant, ils vendaient immeuble par immeuble séparément, parce qu'en portfolio, c'était plus compliqué à vendre, tandis qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de portfolios qui se créent pour la vente, qui démontre, c'est une autre façon de démontrer la confiance d'un marché dans un certain secteur. C'est quand tu vois des portfolios qui transigent, donc des moyens joueurs qui ne sont pas nécessairement des REIT. On peut parler des portfolios de 30, 40, 50 portes, 60 portes qui transigent. Donc, c'est un peu ça pour Sherbrooke aussi, qui est un marché qui prend beaucoup de valeur, je trouve.
Merci beaucoup, Azamat. Juste pour répondre à plusieurs questions dans le chat. Première chose, Vanessa Calero, courtière chez nous, vous a partagé un lien. Si vous voulez avoir les rapports de marché 2021, allez dans le chat, dans le fil du chat, vous allez voir, il y a un lien, cliquez là-dessus, téléchargez le rapport. C'est des statistiques régionaux, c'est des moyennes. Ça ne va pas nécessairement refléter votre immeuble, mais ça reflète le marché. Ça vous donne une excellente idée. Marilyn, question. Quel est le TGA? TGA, c'est un ratio de rentabilité qui est au fait l'inverse. Ce que ça fait le TGA, c'est que ça va prendre ton revenu net et ça va le traduire dans un ratio de performance. On a sur pmml.tv, si tu flottes, tu vas naviguer dans le système, tu vas voir qu'on a une vidéo qui parle du TGA. Il y en a un autre qui parle de la sensibilité du TGA, qui est faite par Mathias Haché de Québec, qui va parler de la performance du TGA. Il y a 2 TGA. Le TGA va fixer dans quelle gamme de financement qu'on va être capable d'aller chercher et va aussi fixer le prix de vente d'un immeuble. Le chat, pour accéder au chat, il faut cliquer en bas à droite quand on a un ordinateur ou un laptop. Je ne sais pas sur le téléphone où ça se situe. Luc? Oui, bonjour Thierry. Je ne suis pas sûr si j'ai bien entendu tantôt quand vous avez parlé du multiplicateur de revenus bruts pour des immeubles de 6 à 12 logements. Est-ce que je t'ai entendu dire qu'on voit des multiplicateurs de 24 à 30 fois le brut ou tu voulais parler du net? T'es sur mute, Thierry. J'ai dit brut, non, désolé, c'est vraiment. J'ai dit net, c'est le brut. Fait que si tu vas voir en moyenne que le marché va se situer n'importe où dans le brut, 12 à 19 fois, dépendamment du produit. Et là, ce que tu vas remarquer, Luc, c'est que des fois, dans les immeubles neufs, des immeubles existants, ton MRB va se ressembler beaucoup. Un peu comme le TGA va se ressembler beaucoup aussi. Fait que tout va dépendre. Si tu regardes ton multiplicateur de revenus bruts, il faut toujours que tu le mettes en lien avec un autre facteur et là, tu vas vouloir le mettre en lien avec le coût de la porte. C'est-à-dire, OK, il est peut-être 24 fois la MRB, mais le prix de la porte est 30 000 en moins par rapport au marché. Donc, ce que ça veut dire, c'est si ton immeuble est relativement en bon état, ta coquille est bonne, ta structure est bonne, tout ce que tu as besoin de faire, c'est au niveau de la gestion dans ce cas-ci. Bien, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine d'aller de l'avant avec l'acquisition de l'immeuble, même si son MRB sort un peu de la norme. Pour répondre à une autre question, Jeff de Trois-Rivières, comment vois-tu le marché pour 2022 dans ma région de Trois-Rivières? Amine, est-ce qu'on a quelques statistiques à partager de Trois-Rivières? Je pense qu'on ne les avait pas sorties tantôt. Non, c'est ça, on n'a pas sorti le centre du Québec. Écoute, au niveau de Trois-Rivières, je crois que le centre du Québec va vraiment profiter de 2 pôles, 2 métropoles, Québec-Montréal. Donc, va vraiment avoir un marché qui, dans les prochaines années, va rejoindre les marchés de Québec et Montréal. Peut-être pas les rejoindre, mais en tout cas suivre les traces parce que c'est un marché qui est grandement en arrière. Okay? Tout ce qui est Mauricie, centre du Québec. J'ai regardé quelques statistiques. Aussi, on a fait des évaluations à l'interne pour des immeubles donc à Shawinigan, à Trois-Rivières. Donc, c'est des secteurs, je crois, où le revenu des ménages est limité. Et c'est là où nos valeurs locatives vont être limitées, mais ça va changer dans les prochaines années grâce à des incitatifs du gouvernement pour ces villes-là, où il y a aussi il va y avoir un bel afflux économique pour Victoriaville, je pense aussi. Là. Donc, je pense que la croissance des revenus des ménages va vraiment déterminer si ces marchés-là vont avoir des valeurs locatives qui vont fluctuer vers le haut pour les prochaines années et suivre, bien sûr, Montréal et Québec qui ont eu la chance d'avoir justement ces variations-là dans les dernières années. Oui. Puis juste pour ajouter à ce que dit Amine, dans le fond, Jeff, fait que si tu regardes historiquement Trois-Rivières, depuis 2020, la quantité de transactions a augmenté et le prix de la porte a augmenté. Les taux de cap ont compressé. Et on a eu en 2020-2021 des stretches de transactions. Okay? Directement dans Trois-Rivières même, si on ne sort pas de Trois-Rivières, c'est-à-dire Shawinigan et des autres
villes régionales autour. Là, si on parle de Trois-Rivières, tous les secteurs de Trois-Rivières, il y a eu un engouement. Et à Trois-Rivières, les plus gros immeubles s'échangent de main en main depuis des années. Tu sais, je regarde des évaluations que j'ai faites, les immeubles que j'ai eu à vendre, je vois maintenant qu'ils ont été revendus. Puis, tu sais, mais les petits immeubles, il y en a eu tellement de transigés. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui, pendant le temps de COVID, qui voyaient les frais de rénovation monter à Montréal puis à Québec, se disaient, mais on serait fou de ne pas aller vers Trois-Rivières, qui est un marché qui géographiquement est intermédiaire, facile d'accès Trois-Rivières, facile d'accès de Montréal, Trois-Rivières, facile d'accès de Québec. Donc, les gens venaient des deux côtés acheter des petits immeubles qui optimisaient, même avec la limitation du revenu, réussissaient à faire quelque chose d'intéressant et réussissaient à refinancer. Donc, naturellement, les sommes sorties des optimisations étaient moins grandes, mais quand tu regardes par rapport au prix payé pour l'immeuble, c'était faramineux le potentiel d'augmentation qu'on avait. Ensuite de ça, bien sûr, ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder la vidéo, allez voir l'entrevue que j'ai tournée avec les gens d'Immostar, André et François Pelchat, c'est sur PMML TV. On parle de Trois-Rivières, on parle du vieux Trois-Rivières, de tous les secteurs portuaires. Ce qu'ils ont fait dans le vieux Trois-Rivières, là, ils ont carrément enlevé un secteur industriel et là, ils sont en train de bâtir des multilogements. Ils ont fait un théâtre, c'est sur le bord de l'eau. Ça, ce projet-là va définitivement tout remettre le secteur sur la map. Et ceux qui ont eu la chance d'acheter des immeubles à 300, 400, 450 000 dans ce secteur-là, je peux vous garantir que juste par le phénomène de proximité, votre immeuble va prendre énormément d'argent, de valeur prochainement. Si je retourne dans le chat ici, Jesse, financement d'immeubles neufs. Au-delà des barèmes SCHL, quelles sont les différences majeures entre le financement d'un immeuble de 6 logements versus des grands immeubles, par exemple, un 48 logements? OK. Donc, ce qu'il faut savoir, Jesse, c'est de la façon que la SCHL fonctionne. Et au niveau bancaire également. Il y a beaucoup, je parle de la SCHL parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont financé des immeubles au niveau de la SCHL récemment. Et pour les plus petits immeubles, la SCHL maintenant permet à l'acquéreur d'arriver, ou à la personne qui refinance, d'arriver avec sa propre évaluation. Donc, ça nous permet de choisir notre évaluateur, de choisir un évaluateur peut-être qui pousse plus fort ses crayons, de choisir un évaluateur peut-être qui connaît plus la région, de choisir quelqu'un qu'on connaît, qui connaît la qualité du produit qu'on est capable de livrer. Et ce que ça a fait, ça, c'est que ça permet aux gens de mieux contrôler la transaction immobilière, également de réduire les délais. Quand ce n'est pas la CHL qui fait son propre évaluateur, qui est obligé d'envoyer son propre évaluateur, bien à ce moment-là, on est capable de peut-être sauver 2, 3, 4 semaines de transaction, ce qui peut faire toute une différence en transaction pour contrôler la hausse des taux d'intérêt ou également pour avoir le oui d'un vendeur quand on a besoin de prolonger les délais de financement. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien répondu à ta question. La différence également, c'est que dans le cas d'un plus grand immeuble, la vérification diligente va être plus longue. Fait que de la vérification plus longue, généralement, les gens ne partent pas leur financement tant qu'ils n'ont pas complété leur vérification diligente. Et ça, on a quelque chose de plus long que d'habitude. J'espère que je réponds à ta question. Jeff, pour revenir à Trois-Rivières, mon impression de 2022, on n'a jamais répondu à ta question. Mais grosso modo, mon impression de 2022, gardez Trois-Rivières sous la sellette, vérifiez vos transactions. Dès que vous avez une transaction qui est un petit peu en bas du marché parce que quelqu'un a mal listé ou peu importe, dès que vous avez un potentiel d'augmenter, si vous êtes proche du centre-ville de Trois-Rivières, si vous avez l'occasion d'acheter dans ce secteur-là, définitivement, regardez ça plus en détail. Azamat, as-tu quelques statistiques de Gatineau le temps que je passe à travers le chat pour partager aux gens qui sont avec nous aujourd'hui? Je vais aller voir les questions qu'on n'a pas répondues dans le chat. Oui, absolument. Gatineau, au niveau du volume transactionnel, encore une fois, très semblable à ce qui arrive de ce qu'on a parlé au Québec et Sherbrooke. C'est-à-dire un marché en moyenne de 70 millions de volume de transactions par mois. Mais encore une fois, des transactions records pour le mois de février et septembre qui tournaient autour de 150 et 140. Donc, excuse, tu m'as dit de Gatineau? Gatineau, c'est ça. C'est un marché approximativement de 11 à 12 millions par mois.
Ça tourne alentour de ça, de volume, mais on a eu des mois records qui étaient le double, de 23 millions. Mais comme Gatineau, la grosse différence entre Gatineau, c'est beaucoup de construction présentement. C'est une ville qui encourage beaucoup la construction avec plusieurs bénéfices, entre autres. Donc, ce ne sont pas nécessairement des projets qui ont été vendus, transigés encore. Donc, on n'a pas le même volume transactionnel, mais on a beaucoup de demandes et l'offre est là. Donc, c'est juste pas autant de transactions que dans les autres régions au niveau des gros immeubles. Merci beaucoup, Azamat. Juste pour en revenir au chat, j'ai une question sur Victoriaville. J'ai Gabriel qui pose une question sur Québec. Est-ce que Québec est toujours la capitale nationale? Est-ce que c'est toujours une bonne région dans laquelle on doit investir? La réponse est oui. Si la majorité de vos actifs sont dans la région de Québec, achetez à Québec, à moins que vous avez un avantage d'acheter avec une distance de Montréal ou une autre région. Québec, là, si vous regardez là, dans les plus petits immeubles, parce que la question, c'est par rapport aux plus petits immeubles, là, tout ce qui est près du centre-ville, tout ce qui est en arrière de la mairie en ce moment, en s'en allant du côté ouest, il y a un paquet de logements sous-spéculés. Il y a un paquet de logements là-dedans où est-ce que vous avez Québec, d'un coin de rue à l'autre, là, c'est complètement des fois un autre feeling, un autre secteur, une autre clientèle qui habite dans ces immeubles-là. Il y a beaucoup de pauvreté dans ce secteur-là près du centre-ville. Si vous êtes capable de prendre un immeuble-là, l'optimiser, je pense définitivement que c'est quelque chose d'intéressant à faire. On a une question ici sur Victoriaville. Quelles seront les entrées d'argent à venir à Victoriaville? Victoriaville, c'est un secteur qui est largement influencé par Drummondville. Naturellement, c'est des villes ouvrières, c'est des villes fermières. La construction neuve, moi, je suivrais vraiment ça. Si vous êtes capable de mettre la main sur des terrains pour des multilogements à Victoriaville ou à Drummondville, à bon prix, pour y construire du multilogement neuf, allez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a une population vieillissante qui va vouloir vendre leur maison, qui va vouloir faire une transition vers des logements neufs et c'est là où est-ce que vous allez faire votre argent. Les acheteurs qui peuvent acheter à Ottawa traversent la rivière. Gatineau suit Ottawa. Ottawa est un marché fou. Absolument, c'est le cas. Amine, peux-tu nous parler un petit peu de l'influence de Ottawa sur Gatineau, s'il te plaît? Effectivement, en ce moment, Ottawa, comme Rémi a bien mentionné, Ottawa, c'est un marché qui est, puisque le coût par logement a vraiment bondi dans les derniers 2 ans. Ottawa est en train de suivre pour les immeubles existants. On a aussi une influence des nouveaux projets à Gatineau, où les valeurs locatives suivent le reste des régions métropolitaines, le reste des constructions neuves qui se construisent en périphérie de Montréal. Donc, on le voit, là, il y a vraiment des zones de densification où énormément de projets se développent. Donc, Gatineau, pour l'avenir, c'est sûr que les immeubles existants vont suivre ces valeurs locatives-là. Donc, pour quelqu'un qui veut repositionner des immeubles à Gatineau, je crois que c'est une excellente idée en ce moment, ou redévelopper certains sites commerciaux, certains bâtiments à vocation autre. Donc, Gatineau a beaucoup de demandes au niveau de la location résidentielle. Donc, définitivement, Thierry, c'est un marché qui suit Ottawa, qui suit la frénésie d'Ottawa. Le coût par logement est vraiment sous-évalué par rapport à Ottawa. Et on a justement une clientèle qui est capable où le revenu est capable d'aller suivre des valeurs locatives beaucoup plus hautes. Merci beaucoup, Amine. On a des questions sur Saint-Jérôme, on a des questions sur Lanaudière, Joliette, on a des questions sur Valleyfield, Saint-André d'Argenteuil. On va toutes y répondre très rapidement. On a une question sur comment se porte le marché de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme se porte excessivement bien. Saint-Jérôme est un marché qui est influencé par tout ce qui se passe à Mirabel, Saint-Canute en ce moment, qui sont juste au sud de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est la dernière grande ville avant la Porte du Nord, avant les Laurentides. C'est la porte d'entrée des Laurentides. Saint-Jérôme a une densité de population incroyable sur un grand territoire. Ils ont une énorme quantité de centres commerciaux capables de supporter une croissance de population. Le prix de la porte est définitivement à la hausse. On a fait des transactions récemment
à des prix records, notamment pour les plus petits immeubles. Il y a des immeubles qu'on a vendus et que les propriétaires nous ont rappelés puis qu'on a revendus dans la dernière année à Saint-Jérôme. Azamat, peux-tu nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui influence directement le marché de Saint-Jérôme, notamment la population qui habite Laval, qui est en mesure d'acheter? Mais comme qu'on a vu un peu, ceux qui habitaient sur la première couronne ont changé pour la deuxième couronne. Saint-Jérôme se positionne un peu entre les deux, je dirais, plus ou moins, une couronne et demie, disons ça, de même géographiquement. Donc, on a des gens qui ont un pouvoir d'achat qui sont prêtes à se déplacer un peu plus loin. C'est une population peut-être vieillissante qui décide d'une certaine tranquillité d'esprit. Encore il y a une trentaine d'années, Laval était considéré comme une banlieue. Si vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont leur propre centre-ville. La population elle se rajeunit d'année en année, je pense, selon les observations qu'on voit qui viennent dans la ville. Donc, je pense que Saint-Jérôme, on a grandi autour de Montréal, on a grandi en général. Donc, ce qui permet, Saint-Jérôme, comme tu as dit, c'est la porte de la Nadière. Donc, on est rendu là déjà. On a grandi toutes les banlieues alentour de Montréal. Puis, ça fait partie d'un secteur assez stratégique euh, pour la Côte-Nord. Oui, la Côte-Nord, la Rive-Nord, excusez. Pour enchérir sur ce point-là, Thierry et Azamat, je crois que vraiment tout ce qui se situe au long de la 15, okay, pour les gens de la Rive-Nord qui nous écoutent, tout ce qui se situe au long de la 15 va vraiment, d'après moi, là, au niveau du coût par logement, va vraiment augmenter. Donc, c'est par le fait même qu'il y a beaucoup d'industries dans ces secteurs-là, donc beaucoup de zones commerciales, industrielles, beaucoup d'afflux économiques qui se passent. Donc, bien sûr, les nouvelles constructions sont très en demande. Les logements aussi existants, fortement rénovés. Donc, on retrouve une clientèle qui va être beaucoup plus jeune, qui s'exode de Montréal vers ces régions-là, puisqu'ils vont avoir un logement beaucoup plus abordable, avoir une aire de vie peut-être plus agréable, des logements plus grands. Donc, c'est sûr et certain que tout ce qui se situe, y compris Saint-Jérôme, va vraiment suivre les régions métropolitaines. Merci, Amine. Ne bouge pas, Amine, parce qu'on a Walid qui aimerait savoir comment se passe le marché de Joliette-la-Nadière. Amine, peux-tu nous parler un petit peu de comment s'est passée la transaction qu'on a faite à Saint-Charles-de-Borromée? Les immeubles très récents qu'on a vendus. Peux-tu donner un outlook un peu? C'était qui? C'est un dossier particulier parce qu'on a un acquéreur qui a optimisé un immeuble presque neuf. Peux-tu expliquer un peu la transaction, Amine? Oui, effectivement. En fait, dans le fond, c'est un constructeur qui a développé 16 logements avec une superficie au sol énorme. Vraiment une belle qualité de logement, construction 2019. L'acquéreur, c'est quelqu'un qui d'habitude optimisait, bien sûr, des loyers, des logements plutôt existants, des immeubles existants, pour les remettre au goût du jour et bien sûr avoir un revenu qui suit. Et là, cet acquéreur a décidé d'acheter ces immeubles neufs auxquels le constructeur avait loué en dessous du prix du marché. Bien sûr, parce que le constructeur, pendant sa construction, doit, pour avoir certains déboursés au courant de la construction, louer une partie de l'immeuble. Et donc, ce constructeur ne cherchait pas à aller chercher la haute tranche du marché en termes de loyer. Donc, ce constructeur-là a loué au prix du marché, même en bas du prix du marché. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cet acquéreur-là a acheté l'immeuble durant le printemps. OK? Et donc, ensuite, au moment du renouvellement, est allé, bien sûr, louer ces logements-là plus cher. Je vous rappelle que pour les constructions neuves de moins de 5 ans, il n'y a pas de limite au niveau de l'augmentation des loyers d'année en année. Donc, dans le fond, cet acquéreur-là a vraiment mis ces loyers-là beaucoup plus haut que le marché et même au marché et est allé chercher, je pense qu'avec un refinancement quelques mois plus tard, une valeur énorme. Là. Donc, on parle d'un bon 30-40 de plus. Donc, c'est assez impressionnant de le faire avec un 32 logements, mais c'est possible aussi avec des plus petits immeubles de construction neuve d'aller justement augmenter la valeur économique de l'immeuble en augmentant justement les loyers existants que le constructeur ne va nécessairement pas louer au
au prix du jour, au-dessus du prix du jour, parce que son but est de construire et de revendre cet immeuble-là. Ouais. Fait que contrairement à ce que les gens croient, un immeuble neuf, des fois, a plus de valeur d'optimisation sur 5 ans qu'un immeuble existant, aussi compte tenu qu'un immeuble neuf, il n'y a pas de rénovation à mettre. Fait qu'il n'y a pas de coût de rénovation, il n'y a pas de délai de rénovation, il n'y a pas de relocalisation de notre locataire. Il faut juste savoir comment négocier avec les locataires. Il y en a qui sont professionnels à ça, il y en a qui ont des trucs que moi, je ne connais même pas, là, mais on l'a vu et ces gens-là ont déjà refinancé, ils ont déjà sorti leur bail de l'immeuble et ils sont déjà en train d'acquérir un autre immeuble en l'espace d'1 an. Fait que c'est incroyable ce qu'on peut faire avec des immeubles existants, 2010 en montant. Analysez, regardez vos chiffres, voir ce que vous pouvez faire avec ça. Je veux juste parler rapidement du marché de Valleyfield avant que ça sorte du feed. Oui, on a des données statistiques sur Valleyfield. On vient juste de conclure une transaction pour un 20 logements, 5 étages, ascenseur, garage souterrain, 4 logements par étage, un immeuble de toute beauté. On vient de transiger ça à un très bon taux de cap, je ne me souviens plus. Mais grosso modo, c'est une transaction qui s'est faite à peu près à entre 5,3 et 5,4 millions à Valleyfield. Et déjà là, il y a une optimisation qui se fait au niveau du loyer. Donc, ce que je peux te dire par rapport au marché de Valleyfield, Michel, c'est que la valeur locative est à la hausse. Oui, il y a des endroits à Valleyfield où il y a beaucoup de petits duplex, triplex. Tu sais, Valleyfield, anciennement, oui, il y avait le centre-ville, mais c'était des chalets d'été. Les gens allaient là à leur chalet. Donc, il y a beaucoup de chalets qui ont été transformés en duplex, triplex, etc. Les gens sont un peu tannés. Les locataires ont la capacité maintenant monétaire de faire une transition, puis ils sont prêts à aller chercher plus grand. Il y a aussi beaucoup de ventes en région, en périphérie, Coteau-du-Lac, Saint-Polycarpe, Hudson. Il y a des gens qui viennent de partout qui s'en vont à Valleyfield. Pourquoi? Parce que Valleyfield a les services et également a tous les services reliés à la santé. Et aussi un lifestyle parce que c'est près de l'eau. Valleyfield, c'est une belle ville quand tu t'en vas sur le bord de l'eau. Pour ceux qui ont eu la chance de voir les régates, c'est une très belle municipalité avec beaucoup de services. Donc, c'est juste naturel que cette municipalité-là a tenté d'en prendre un petit peu plus. On a également des propriétés commerciales à vendre. Je pense à Cédric, Fanny, qui sont deux courtiers chez nous, qui sont en train de vendre, je crois, des 16 logements en construction neuve dans ce coin-là. Beaucoup de construction neuve du côté de Valleyfield. Michel, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités sur, c'est ça, les chalets d'été, tout ça. Ceux qui ont moins d'argent à investir, là, si vous allez de ce côté-là, faites vos rénovations probablement à cause de la hausse des loyers dans les immeubles neufs. Si vous faites des belles rénovations, vous allez peut-être être capable de ramasser des locataires et ensuite de se refinancer et faire ce que tous les investisseurs aiment faire, sortir leur équité. Donc, super intéressant de ce côté-là. OK, excellent. Je veux juste voir. OK, on parle du marché de Sorel, Varennes, Verchères. OK? Naturellement, Sorel, c'est comme le bout. Géographiquement, c'est le bout d'un chemin, Sorel. Et le marché de Sorel s'apparente à d'autres marchés. Donc, Sorel est influencé par le marché de Saint-Hyacinthe. Sorel est influencé par le marché de Varennes, qui lui est influencé par le marché de Boucherville. À Sorel, vous avez toute une gamme complète de produits disponibles allant du chalet qui est rénové à la construction. Là, actuellement, je suis en train d'évaluer des immeubles neufs de 8 étages à Sorel, chose qu'on n'a jamais vue à l'extérieur du centre-ville. Et ça, c'est en train de se passer en temps réel. Donc, je peux vous garantir que d'ici 5 ans, vous allez commencer à avoir des petites tours apparaître à Sorel, chose qu'on ne voyait pas avant. Et tout ça est dû à cause des coûts de construction et des coûts des terrains. Les terrains sont beaucoup moins chers à aller chercher de ce côté-là. Azamat, pour en revenir grosso modo au marché de Montréal, on a parlé du centre-ville tantôt et on a parlé aussi de tout ce qui était relié au niveau des transports. Et là, où est-ce que je veux en venir, c'est que oui, les lignes de transport rentrent vers Montréal, mais il ne faut pas oublier que les lignes de transport comme le REM, les systèmes d'autobus, les voies réservées vont aussi dans l'autre sens. Et là, on a un développement régional qui est en train de se passer. Peux-tu me parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Brossard, Azamat? On a parlé un petit peu du 10-30 du REM, la valeur locative, de ce qui se passait dans ce secteur-là. Qu'est-ce que tu vois actuellement dans ce coin-là? Bien, effectivement, encore une fois, le REM il vient jouer son rôle.
les valeurs locatives rattrapent, sont proches de ceux de Montréal, surtout en périphérie du 10-30, dans un radius de 5 à 7 km, disons, de très bonnes valeurs locatives. Sinon, pour Montréal, si on parle de secteurs qui sont chauds en ce moment, justement, on parlait aujourd'hui du parc extension, qui était un peu oublié pendant quelques temps. Il y avait une évolution assez lente. Mais là, tout à coup, avec la construction du nouveau campus de l'Université de Montréal, on commence à voir qu'à cause des plus petites unités qui entourent le nouveau campus, commence à prendre de la valeur parce que spéculativement, les étudiants vont louer des plus petites unités. Donc, ça aussi, c'est un marché qui change rapidement. Reste à voir qu'est-ce qu'il va y avoir. Il y a pas loin, il y a le marché de Jean Talon. On est proche de tout. Il y a deux métros. Donc, c'est un marché qui est assez en explosion présentement, là, disons. Donc, c'est un peu ça aussi. Le transport, en fait, comme Amine disait, pour la 15 à Saint-Jérôme, les axes de transport sont très importants pour les valeurs locatives. Absolument. Puis, tu sais, la même raison pour laquelle les gens ont acheté à Parc Extension, c'est la même raison pour laquelle les gens achètent à Région. C'est la même raison pour laquelle actuellement, Montréal-Nord, je me souviens, ça fait 18 ans que je fais de l'immobilier. Puis quand j'ai commencé à vendre du multilogement, il y a peut-être 16 ans, 15 ans, là, je disais toujours à mes clients, non, il faut oublier ça Montréal-Nord. Ah, oublie ça Montréal, oublie ça Montréal. Puis là, tout à coup, aujourd'hui, parce que tout est surspéculé autour, les gens ont commencé à acheter en furie à Montréal-Nord. Et là, Montréal-Nord, on voit le prix de la porte à la hausse de façon phénoménale. Pourquoi? Parce que les immeubles sont quand même toujours rentables au prix de la porte. Et les taux de cap sont en train de comprimer. Les immeubles que les gens achètent sont moins rentables sur papier, mais ils savent très bien que la majorité de Montréal-Nord a été construite dans les années 60-70. Ils savent très bien qu'ils achètent une qualité de construction et ils vont essayer de spéculer sur le marché de Montréal. Et d'autant plus qu'à Montréal-Nord, maintenant, on a un système d'autobus, on a également une gare de train qui passe là, et c'est ça qui se passe, et c'est la même chose qui se passe en région. Merci beaucoup, Azamat. Jason Poupard, j'étais à un séminaire avec le PDG du Port de Montréal le mois dernier. Il projette un autre projet d'expansion après Contrecœur. Beaucoup de gens spéculent sur ce réel. Tu as tout à fait raison. Et ce qui arrive, quand on voit ça, une spéculation sur une région, là, ils veulent ouvrir un port du côté sud, OK, de Sorel. OK? Il faut se poser la question, économiquement, s'ils mettent un port, combien de travailleurs vont venir s'établir là? Est-ce qu'il y en a 100, 200, 300 nouveaux travailleurs? Est-ce que le transit in-out de marchandises, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est que là, imaginez-vous, là, ils amènent la cargaison à Montréal par la part de Montréal. Ils mettent ça sur des trains puis des camions, puis ils envoient ça vers le sud, vers les États-Unis. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est bypasser tout le centre-ville, tout le trafic, toute la chaîne d'approvisionnement, l'essence que ça prend, le temps que ça prend, et la surcharge que le port de Montréal en ce moment, envoyer les matériels qui doivent se rendre sur la Rive-Sud directement sur la Rive-Sud, puis sauver, permettre aux gens de sauver et également faire une expansion du port parce qu'ils n'ont plus le choix de le faire. Ils ont trop de bateaux qui rentrent et qui sortent. Et ce n'est pas juste les bateaux qui rentrent et qui sortent, c'est aussi le fait que les containers qui arrivent dans le port ne sortent pas assez vite. Il faut qu'ils trouvent un moyen de réduire le goulot d'étranglement. Intéressant. Si c'est une spéculation comme ça en région, posez-vous toujours la question, combien ça va amener de population et combien ça va amener de populations qui vont habiter là. Tantôt, Azamat parlait de Park Extension. Amine, peux-tu renchérir sur le fait que les étudiants qui vont à l'université qui sont là, est-ce que c'est des gens, c'est quoi les gens? Est-ce qu'ils habitent le secteur? Est-ce qu'ils n'habitent pas le secteur? Bien, effectivement, en ce moment, je trouve que Parc Extension, c'est sûr que c'est à côté du campus du nouveau campus de l'Université de Montréal, mais ce n'est pas nécessairement les étudiants de l'Université de Montréal qui vont habiter là. En ce moment, on sait, c'est stratégiquement situé entre le métro d'Outremont et d'Acadie, avec une nouvelle passerelle aussi qui passe, excusez-moi,
la gare, l'ancienne gare, là, donc l'ancien chemin de fer, pardon, pour accéder directement au métro de l'Acadie. Et actuellement, on a beaucoup de familles, OK, dans le parc extension. C'est plus un secteur familial, mais avec des plus petites unités. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la clientèle étudiante qui voudra copier le modèle à McGill, puis dans d'autres universités de la région et habiter pas loin justement du campus. Mais en ce moment, les logements disponibles se retrouvent dans des quartiers plus huppés à Ville-Mont-Royal, Outremont. Donc, c'est moins accessible pour ces étudiants-là. Et les logements qui seraient accessibles, ce serait à Parc Extension, qui est l'autre bord, littéralement l'autre bord du chemin de fer qui sépare le campus de l'Université de Montréal du parc, du quartier de Parc Extension. Donc, il y a un potentiel énorme. On sait que les valeurs locatives au pied carré sont ils sont vraiment à la hausse, surtout dans des plus petits logements. Donc, on sait que Parc Extension, ce serait quelque chose de très intéressant pour beaucoup d'investisseurs au niveau des valeurs locatives au pied carré. Merci beaucoup, Amine. Sur le mot de la fin, merci beaucoup à Azamat et Amine pour votre expertise. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'engouement pour les questionnements qu'on a eus. On va certainement faire une prise 2 à tout ça très, très bientôt. Gabriel, je te passe le micro. Merci, Cyril, merci à Azamat et Amine aussi. J'ai vu plusieurs questions dans le chat aussi par rapport à des secteurs précis. J'ai vu Terrebonne, Repentigny aussi, on a parlé de Valleyfield. Honnêtement, ici, PMML, on a toutes les données pour faire des analyses comparatives de marché. On a une équipe de plus de 15 personnes qui font ça à temps plein aussi. Tout ce que j'ai, toutes les transactions du marché immobilier à travers toute la province. Donc, si vous bougez, puis vous voulez passer à l'action, aussi communiquer avec l'équipe de Thierry Samland aussi. Ça va leur faire un plaisir de faire des analyses comparatives de marché aussi, vraiment fixer en détail la valeur des immeubles aussi. Question de bien commencer l'année. Aussi, je sais que plusieurs d'entre vous avez des objectifs d'acquisition assez ambitieux. Donc, l'équipe Samland est là pour vous. Sinon, si vous voulez du financement aussi, puis éventuellement des évaluations agréées, on a toute une équipe derrière nous chez PMML. Donc, restez à l'affût aussi. On en a glissé quelques mots au cours des dernières semaines, des derniers mois aussi. L'évaluation agréée, ça s'en vient. Donc, ça va être une corde de plus dans le coffre à outils de toute l'équipe de PMML. Donc, je souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Puis la semaine prochaine, on va parler du financement avec Francis Pelletier et François Fauché, deux courtiers hypothécaires. PMML aussi, des grosses pointures dans le financement commercial au Québec. C'est des anciens banquiers aussi. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.